second poteau Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du samedi 22 janvier. Et j'ai avec moi à ma droite Aurélien. Ça fait combien de temps que t'es à ma droite là? Ça fait beaucoup de temps. On me reproche trop souvent d'être à la droite de quelqu'un ou de quelque chose. Ça fait un an au moins que du coup t'as pas raté une émission concrètement, je pense. Plus, Bah ouais, parce que je pense que la dernière fois que j'ai dû rater une émission, c'était quand j'étais en stage à Montpellier et que vous avez dû faire 3 émissions en 3 mois, donc donc on n'a pas eu je le suis déjà. Donc on n'a pas eu trop l'impression que on diffusait vos vidéos en plus, donc vous étiez là en plus. C'est vrai. On diffusait vos news extraordinaires. Mon esprit était là et mon corps était ailleurs. Et j'ai à ma gauche, vous voyez que ce n'est pas Dridi, c'est Flavien qui fait le remplaçant de luxe. Le super sub pour Dridi. Et toi, Flavien, c'est 5ème, 6ème émission au total, je pense, reste 2 ans et demi. Autant de matchs que Rafinha en 2 ans. Bah, tu vas en parler d'ailleurs dans tes flops. Donc aujourd'hui, les news extraordinaires, le top flop. On va partir encore une fois sur un focus sur la CAN, sur la fin des phases de groupe et sur les 8e de finale, les matchs à voir du week-end et on finira évidemment par le quiz. On commence donc avec les news. Les news donc, et on commence par une news qui nous vient de la FIFA. Afin d'empêcher à certains clubs d'empiler les joueurs, la FIFA a décidé de mettre en place une réforme visant à limiter progressivement le nombre de prêts possibles pour ces différents clubs. Dès le prochain mercato estival, plus que 8 prêts seront possibles depuis un seul et même club, 7 en 2023 puis 6 en 2024. Il faut tout de même préciser que cette mesure ne s'appliquera pas pour les joueurs de moins de 21 ans ou les joueurs formés au club. Donc là, ça va pouvoir permettre à certains clubs d'éviter de prêter 40 joueurs peut-être. On ne vise pas Chelsea en PLS. Chelsea peut-être. C'est ça, j'ai senti que tu as fourché en t'appellis. T'allais dire au lieu de dire des certains clubs, t'as dit un certain club. Donc je pense qu'on a tous pensé à Chelsea. À voir quand même parce que le formé au club, ça voudrait dire que... oui, ça dépend dans quel... Et comme Chelsea a tendance aussi à les choper vers les 16 ans ou alors 18 ans quand ce sont des joueurs étrangers et que pour être considéré comme formé au club, du point de vue de la FIFA, c'est 3 ans. C'est 3 ans, ouais. Remember mes folles parties sur Football Manager. J'ai peur quand même que malgré cet arrêt en 2024, on se retrouve avec toujours les mêmes problèmes. Mais ça devrait les endiguer sur 90% des clubs. Forcément, tu en auras toujours qui arriveront à contourner, mais de toute façon, même quand tu fais des lois, on va dire, même dans un État, quand un État fait des lois, il y a des mecs il y a toujours des vides juridiques. Il y a toujours un vide juridique et le mec va essayer de s'y engouffrer. Donc Chelsea va sûrement le faire, mais on salue ça. Maintenant, il manquerait plus qu'ils arrêtent les 5 changements et ça serait cool. Ouais, peut-être. On va partir du coup, avant que tu aies ajouté quelque chose. Non, sur cette news. rien de spécial. Clairement une bonne chose. Après, ça d'éviter les magouilles aussi, parce que les magouilles avec les prêts, on connaît bien. Ça aussi, touche aussi presque que les gros clubs. Oui. Tu vas pas, quand tu es un club moyen, tu vas pas prêter 8 joueurs. Oui. Généralement, tu vas avoir besoin de ces 8 joueurs dans ton effectif. Non, c'est vrai que ça touche que les gros et encore que ceux qui prêtent abondamment, comme l'expliquait Aurélien, avec Chelsea notamment. On continue avec la deuxième news, avec une situation de plus en plus tendue à Barcelone entre Ousmane Dembélé et le club Blaugrana. L'international français refuse toujours de prolonger malgré les différentes offres des Catalans. Des refus qui ont poussé Matteo Alemany, le directeur exécutif et sportif du Barça, à annoncer que tant qu'Ousmane Dembélé ne prolongera pas, il ne jouera tout simplement et qu'il est guidé tout simplement gentiment vers la sortie. Il ne jouera tout simplement plus avec l'équipe première. Ousmane Dembélé qui a réagi en disant qu'il était toujours là au Barça et que Matteo Alemany a dit qu'il ne croyait plus en projet sportif. Ousmane Dembélé ne croyait plus en projet sportif du Barça. Et Ousmane Dembélé a démenti en disant qu'il était là, il était à disposition du coach, etc. Donc là, le divorce est quasiment assumé entre Ousmane Dembélé et le Barça. Ousmane Dembélé, qui on le rappelle, demande 20 millions de salaire net annuel et une prime à signature de 30 millions pour un Barça qui est dans la merde financièrement, mais qui vient de faire venir Ferran Torres pour 55 millions. Ça, il y a pas mal de zones d'ombre sur le Barça. C'est Barcelone. C'est Barcelone. Donc là, Dembélé, apparemment, il demande à peu près 20-30 millions le Barça pour moi aussi, je demande la même somme à mon travail, ils veulent pas. Je comprends pas. Non, mais c'est en fait ce qui est dommage. Il y a quand même une stat qui est édifiante, qui est sortie dernièrement. C'est vrai que depuis 3 ans, c'est cela. Ousmane Dembélé n'a joué que 50%. 52%. 52%. Oui, c'était 52% des matchs de Barça
Barcelone, donc j'arrive à comprendre. Surtout qu'en fait, les blessures, si c'était des blessures, il s'est pris un gros tacle et il s'est fait tibia péroné, ok, mais en fait, les blessures venaient aussi de son hygiène de vie. Et c'est ça vraiment que les supporters du Barça et sûrement que le staff barcelonais, parce que entre guillemets, si nous on arrive à voir que Ousmane Dembélé joue jusqu'à 2h du matin au Winchester FC sur Football Manager, j'imagine que c'est pareil pour le staff. Donc c'est ça qui est dommage. Pourtant, on sent que c'est vraiment un des éléments forts. Quand il joue, à chaque fois, il répond. Même si il y a ce fameux 4-0 raté, enfin ce 4e but raté contre Liverpool, mais en soi. Non, 2019, pardon. 2019, ça reste le dynamiteur de l'équipe. Mais 20 millions, c'est beaucoup trop pour un joueur qui avec une fois sur deux, quoi. C'est ça. Sûrement que là, il serait pas là une fois sur deux, mais bon, sinon, il peut. Mais avec un salaire entre guillemets normal, vous pensez pas que le Barça en a forcément besoin de Dembélé ? Je pense que concrètement si, parce que tu as Ansu Fati qui vient encore de se blesser 2 mois, là, alors qu'il venait de revenir. Donc les blessures, malheureusement au Barça, ça devient monnaie courante de partout. Donc surtout en attaque, c'est très compliqué. Enfin une attaque Ansu Fati, Ferran Torres et Ousmane Dembélé sur le papier, c'est très alléchant et ça peut dynamiter plus d'une défense, quoi, en Liga. Donc Ousmane Dembélé, je pense quand même que du côté du Barça, ça reste la priorité. Ça reste nécessaire à prendre. Et après, mettre au placard, il ne faut pas oublier que le code du travail, normalement, même en Espagne, apparemment, ça l'interdit. Bon, on a des clubs en France qui l'ont déjà fait, pour des refus d'ailleurs de prolongation. Mais bon, après... Déjà, le Barça flirte avec sûrement le fair play financier, le Barça flirte avec le code du travail, le Barça flirte avec avec les impôts aussi. Avec les impôts, non mais c'est ça que je cherchais. Et pourtant, je suis prêt. Si on devait demander de choisir entre Barcelone et le Real, je prendrais Barcelone sans hésiter. Enfin, je préfère la mentalité barcelonaise. Mais la mauvaise gestion, ça se répercute sur des dossiers comme ça. Et voilà. Donc, là, j'arrive à comprendre Ousmane Dembélé qui disent je n'arrive pas à comprendre le projet sportif. Parce que je pense que Flavien pourrait acquiescer en mon sens en disant quel est le projet sportif. Voilà, c'est ça. Oui, c'est dommage pour le Barça qui a un nombre de jeunes talentueux incalculable. On va voir si le projet autour de Xavi va se concrétiser dans les mois à venir, parce que là, éliminé de la Coupe du Roi, on va en reparler dans les tops et flops. Il n'y a plus que l'Europa League et la Liga. Donc là, le Barça, c'est début compliqué pour Xavi à la tête du Barça avec de nombreux dossiers. La troisième news concerne un club de Ligue 1 et un joueur en Ligue 1. Hatem Ben Arfa commence à bien compléter son Pokédex des clubs de Ligue 1. Après l'OL, l'OM, le PSG, l'OGC Nice, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux, le voici un peu plus au nord, à Lille, pour un contrat de 6 mois. Il remplace donc Youssouf Yazici, parti du côté du CSKA Moscou. Donc là, Ben Arfa, encore est-ce qu'il peut apporter quelque chose à Lille ? En plus, du coup, il devrait jouer la Ligue des Champions. Ben Arfa, quand même, c'est fantastique. Après sa carrière, il devrait jouer. Après, est-ce qu'il va être titulaire ? Ouais, non. S'il joue 5 minutes, déjà. C'est vrai qu'après, Yazici, il était était encore sur courant alternatif. Hormis sa belle saison l'année dernière, de toute façon, il a toujours eu du mal. Bon, la première année, c'est parce qu'il a ligaments croisés. La deuxième, je me rappelle. Pas mauvais, le 3-0 contre l'AC Milan. Oui, en Europa League, il était très. J'avoue qu'en fait, je faisais poker face parce que j'étais content de voir un club français gagner, mais en même temps, ça me faisait mal en tant que supporter de l'AC Milan. Mais Ben Arfa, après, son dernier passage du côté de Bordeaux était mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, mais quand tu prends en compte que Bordeaux, c'était cataclysmique, où c'est Yacine Adli, 20 ans, qui est obligé de dire « Les gars, bougez-vous le cul ». Qui sera capitaine ce week-end. Ce qui est normal. Oui, oui, bien sûr. Mais... Il le mérite totalement. Il y a un certain Laurent Koscielny, non ? Oui, c'est ça. Le placard. On parlait de placard tout à l'heure. Plus Zedatka, c'est ça ? Non, le Bordelais. Ah, comment il s'appelle ? Bon, bref, un Bordelais algérien. J'ai toutes mes excuses. Mais pour moi, j'ai hâte de voir quand même Ben Arfa en Ligue 1. Pour moi, à chaque fois qu'il vient, on se rappelle toujours des épisodes à la Clairefontaine. On se rappelle de son retour à Lille où il a sali... À Lille, à Nice. À Nice, où il a sali, je ne sais plus c'était contre quelle équipe, mais enfin bref. Il a fait une grosse saison. Il a fait une grosse saison, et après son passage fantomatique au PSG, mais bon, Hatem, terrible chute du téléphone. Terrible chute du téléphone. Mehdi Zerkane, je voulais parler pour Bordeaux. Mehdi Zerkane, en effet. Ouais, je vérifiais. Donc pour Ben Arfa, est-ce qu'il va pouvoir performer quand même ? On ne sait jamais. En Ligue 1,
On sait jamais, après il est vraiment sur la fin de sa carrière aussi. Comme tu disais, là, c'est déjà le 7e club. La bombe Panini commence à être bien remplie. Moi je suis pas persuadé que ce soit un très bon choix pour Lille de récupérer. C'est un an, enfin c'est jusqu'à la fin de saison. Donc, 6 mois. voilà. Donc, Après tu t'engages pas non plus sur plusieurs années. C'est un test. Belle parce que- compile, quelques belles Voilà, compiles c'est encore. ça. Puis, en vrai il a du talent pour s'en sortir. Hein. Ouais. Si ça marche sur 6 mois, pourquoi pas après proposer autre chose. Et la dernière news du coup concerne un autre club de Ligue 1, le PSG, qui tient enfin peut-être une recrue milieu de terrain, enfin c'est loin d'être fait, en la personne de Tanguy Ndombele, peu utilisé du côté de Tottenham, l'ancien lyonnais, pour être prêté du côté du club de la capitale jusqu'à la fin de saison. Plutôt alléchant sur le papier, même si apparemment un milieu du PSG doit partir pour que Tanguy Ndombele arrive. Tu vas nous parler de ça de toute façon dans tes tops où le message commence. Mais bon, ça peut franchement Tanguy Ndombele par rapport à Ander Herrera ou Jorge Wijnaldum ou Danilo Pereira. Bah quand même, Tanguy Ndombele, c'est un potentiel plutôt pas mal. Hein. T'augmenterais le niveau de ton milieu de terrain qui en a vraiment besoin avant de jouer le Real Madrid, qui a pas un milieu de terrain trop mauvais, il paraît. Donc c'est clair que si tu rajoutes Tanguy Ndombele dans cet effectif-là, t'as tellement de blessés, tellement de joueurs sur courant alternatif, tellement de joueurs mauvais aussi au milieu de terrain, que ça pourrait pas faire de mal, c'est sûr. Ouais, surtout que, comme l'a dit Dridi la semaine dernière, quand tu penses aux 12%, 13 ou 13% de passes vers l'avant de Jorginho Wijnaldum. Après, il joue plus devant, hein, il a un rôle vraiment... Mais après, Ndombele, c'est un pari. Après, ce serait un pari sur un prêt, pas d'option d'achat, pour la fin de la saison, pourquoi pas. Mais c'est dommage hein, que aussi bien sous Mourinho que sous Antonio Conte, alors autant Mourinho, j'arrive à lui trouver des circonstances atténuantes, autant Antonio Conte, tous les milieux qui sont passés entre ses mains, il en a fait des grands joueurs. Et là, malheureusement, je trouve que il avait une carte à jouer, surtout que c'est pas le plus... Ses concurrents, c'est Pierre-Emile Holberg, ça doit être Giovanni Lo Celso. Ouais, mais c'est une équipe qui fonctionne bien, là, top. Ouais. Après, ce sont des bons joueurs, hein, surtout. J'adore Holberg, et Lo Celso aussi. Mais il a ce talent. Moi, je me souviens de ses matchs en équipe de France, il apportait. Alors, c'était pas. Parce que souvent, il remplaçait Pogba. Ce qui est dommage, parce que Pogba est irremplaçable dans tous les cas. Mais. Il a cette faculté d'impact, surtout impact et technique, qui ferait énormément de bien au PSG. Donc on verra peut-être une bonne surprise pour le PSG d'ici la fin de ce mercato. Au niveau des arrivées, parce que tu parlais un petit peu des départs dans tes top flops, c'est la fin des news. On va passer aux news extraordinaires avec Aurélien. C'est parti. Les news extraordinaires, je te laisse y aller Aurélien. C'est parti. Promis. Il n'y a rien de... Rien de tendancieux là-dedans. là-dedans. Les chasseurs de primes courent après les contrats pour gagner leur vie. Je fais la même chose pour les news extraordinaires, mais gratuitement. En voici 3 nouvelles. Le 14 janvier, il y avait la draft en MLS. Apparemment, c'est un peu moins intéressant qu'en NBA. Mais bon, cela a donc permis à Axel Kay, qui est un Américain, de devenir le plus jeune joueur homegrown, merci pour l'accent anglais, de l'histoire du championnat américain. Il dépasse donc un certain, roulement de tambour, Freddy Adu, qui avait alors 14 ans et 168 jours lorsqu'il a été drafté. 14 ans. Ouais. Et moi, NBA, ça fait pas ça. Non, je te l'assure. Non, et surtout que après analyse, il avait peut-être pas 14 ans, mais bon, c'est pas grave. Et Analyse. pour finir quand même cette news extraordinaire, on va donc lui souhaiter une autre carrière qu'à l'ancien sociétaire de l'AS Monaco. D'ailleurs, en parlant d'AS Monaco, j'ai l'impression que en rédigeant ces news extraordinaires, j'ai eu l'impression de m'acharner un peu sur eux. En tout cas, voilà, le club danois de Midtjylland vient de frapper un grand coup. Alors qu'il s'est renforcé de pas moins de 6 joueurs, les Loups ont engagé un grand nom en la personne de Wagner Love, Christophe Inman va apprécier, libre depuis la fin de son contrat avec le Kherat Almaty en décembre dernier. L'ancien de l'AS Monaco s'engage au royaume de la Petite Sirène jusqu'en juin prochain, à 37 ans et près de 592 matchs dans les pattes. Hâte de voir ce que cela va donner quand même. Merci à toi. Et c'est pas la troisième. La troisième. Non, parce que j'ai été perturbé par Fabien qui à côté, qui a reçu son test antigénique, il est négatif. Il a pu enlever son masque. Voilà. Nous avons joué avec le feu. Clutch au possible. Voilà. Et je finis parce que là c'est une news qui a décidément où j'ai voulu me faire un peu mal. Donc Michal Probierz est un entraîneur polonais réputé dans son pays natal avec l'équipe de Jagiellonii
Polonia. Il avait réussi à gagner la Coupe nationale en 2010, ce qui permettait au club de Białystok, pardon pour les expressions, les noms polonais, de déflorer son armoire à trophées. Alors sans travail depuis le 9 novembre 2021 et son éviction du Wisła Cracovie, Michal n'allait pas tourner une nouvelle saison à la Starac, mais poser ses guêtres au Brookbet Termalika, lanterne rouge de cette saison 2021-2022 d'Extraklasa. Oh, mais tu les enchaînes aussi. Tu forces. Eh bien, sachez qu'après 2 jours, il serait déjà parti. Donc Marcelo Bielsa et son voyage à Rome ont donc un sérieux concurrent. Merci à toi, mais là, la Pologne, les noms... Non, mais... Entraîne-toi un moment. Entraîne-toi, oui, merde. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu polonais. Ouais, muscle ton jeu polonais. Big up à Robert. Big up à Robert. Merci à toi, Aurélien, pour ces news extraordinaires. On passe tout de suite au top et au flop. Les top flops, et ça va être dans la continuité des news, puisque avec Flavien, toi tu parlais de tes tops et d'un PSG qui est d'habitude dans nos flops jusqu'ici, mais toi tu es positif notamment vis-à-vis de certains départs du club, enfin départs, oui et non, quoi. Oui et non. Bravo, j'ai envie de dire enfin. Non, mais je voulais parler un peu du Paris Saint-Germain et du dégraissage en fait qu'on voit depuis là quelques semaines avec Rafinha qui est enfin parti en prêt, qui a joué je crois 40 matchs depuis son arrivée, qui est cataclysmique. 40 matchs quand même. Ouais, 39 exactement, et genre il doit avoir 7 passes décisives, 0 but. Mais pour un joueur qui joue numéro 10, c'est pas terrible. Hein. Non, mais je pensais qu'il en aurait... Oui, après, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de titularisations, beaucoup de dents, c'est pour ça. Qui a été prêté du coup à la Real Sociedad, mais qui a un contrat encore jusqu'à l'année prochaine. Donc bon, c'est que partie remise. Hein, il est déjà de retour. Sergio Rico, c'est pareil, sauf que son contrat c'est en 2024. Il a été prêté hier à Majorque, 17ème de Liga. Plus 3 autres jeunes qui ont été prêtés. C'est dommage pour Bingo Camara. Comment ? Bingourou Camara, c'est vraiment... Fadiga, bah oui, c'est justement lui qui est parti à l'Olympiakos gratuitement. 0 € avec une compensation sur le prochain transfert. On ne sait pas combien de pourcentage, mais à la limite, moi je suis pas contre parce que ça permet aussi aux joueurs de si vous le rachetez, c'est bien. Vous aurez oui, bon, après il n'y a pas forcément le niveau. À Brest l'année dernière, c'était pas forcément non plus. Ça allait. Donc voilà, Paris commence un peu à dégraisser et comme tu le disais si bien avec Tanguy Ndombele, il faudra un départ pour qu'il puisse venir. Donc ça dégraisserait encore plus. Franchement, si un Danilo ou un Wijnaldum ou un Herrera, ce serait le top. Pouvait s'en aller. Herrera, il pourrait être embauché à la com. Ah bah c'est ça, on ne met pas vraiment au placard. Non, voilà, pour le top, c'est enfin le Paris Saint-Germain qui arrive un peu à trouver des bonnes sorties temporaires à ses joueurs. Ouais, temporaire, comme tu dis, donc bon, après, c'est bien important de dire temporaire. Si Rafinha fait une bonne saison à la Real Sociedad, je pense qu'il peut faire des belles choses. David Silva, il a 37 37, 38. Oui, mais après de là, en place David Silva, ça va être très compliqué. Un joueur blessé, souvent, pas bon, du coup. Et il n'y a pas d'option d'achat sur les deux aussi. Sa dernière saison, c'était à Alaves, c'est ça il me semble qu'il était à Alaves, oui. Il a failli signer à Valence, mais c'était jamais fait. Donc, il me semble... Non, c'est au Celta. Au Celta avec Luis Enrique. Non. Luis Enrique Non, il était déjà parti, Luis Enrique, monsieur. Du Celta Non, Celta Vigo, c'était il y a 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. Peut-être même un peu plus récent. Donc voilà, Rafinha au Celta, en plus c'était très bon au Celta, Rafinha. Donc bon, qui va rebondir à Sociedad, on verra comment ça se déroule pour lui. Le deuxième top, celui d'Aurélien. Une fois n'est pas coutume, on part avec toi en Serie A, où tu veux nous parler d'un joueur qui fait une excellente saison jusqu'ici au Hellas Vérone. Il s'agit du milieu tchèque, Antonin Barak. Oui, mais la semaine dernière, j'avais dit Amin Gouiri, c'est en Ligue 1. Alors, oui, c'est quand même plus proche de l'Italie. C'est vrai, Nice en plus, c'est vrai, t'as côté. Et sachant que historiquement, Nice, c'est plus proche de l'Italie que de la France. Est-ce que ça pardonne le fait qu'il y ait Eric Ciotti? Je pense pas. Je ne crois pas. Je ne vois pas de cause à effet sur ça. Enfin bref. Donc oui, Antonin Barak, le milieu tchèque, donc 2 buts chanceux quand même. J'ai quand même regardé. Il y a le défenseur qui lui tire dessus sur un corner, ça rentre. Et son penalty contre Silly est parti, mais il la touche de la main, mais elle part dans les buts. Il n'y a que le dernier où il fait un petit piqué en face à face, magnifique. Mais bon, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce fameux Antonin Barak? Donc déjà que c'est le premier milieu de terrain de l'Hellas Vérone à avoir mis un triplé dans l'histoire du Hellas Vérone, et c'est un club assez vieux qui a même été champion au milieu des années 80, je crois que c'est 86, et qui a vu des bons joueurs comme Luca Toni finir sa carrière et même être capocannoniere à 38 ans.
Moi, à 38 ans, je ne sais pas ce que On sait pas, je ne sais pas C'est où déjà passé, non? c'est pas loin, c'est pas loin. on est plus proche qu'on le pense. Donc il y a ça. Bon après, hormis son match et même sa saison intéressante, ce qu'il faut savoir de lui, c'est que c'est quelqu'un qui a eu des problèmes de croissance parce qu'il a eu un syndrome de fatigue chronique, une malformation de la colonne vertébrale. Je vais quand même préciser ça. Dr House, vas-y. Il fait 1m90. Moi, si j'ai une malformation de la colonne vertébrale, j'aurais fait 1m2 comme tout le monde. Lui, 1m90. J'imagine pas sinon le Lascar. Mais cette fatigue chronique l'avait quand même beaucoup éloigné des terrains, parce qu'il était arrivé à l'Udinese en 2017. Il avait fait une très très bonne saison aussi. Il avait marqué 7 buts, 4 passes décisives. Là, il a 8 buts et 4 passes décisives également. En 18 matchs. En 18 matchs, donc il va péter sa truc. Mais les deux saisons et demie d'après, malheureusement, les blessures étaient de retour à cause de cette fatigue chronique. Donc c'est vraiment un joueur déjà qui avait bien fonctionné l'année dernière sous Ivan Juric. Et là, cette saison, avec ça y est, je ne sais plus qui est l'entraîneur du Hellas Vérone, on vérifiera ça tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un milieu de terrain à suivre en Italie. Il a déjà 27 ans, donc pour signer dans un gros du top 5, je ne sais pas, mais par exemple... Pour faire une belle carrière, hein, voilà. Oui, mais par exemple, aller à la Lazio, qui a cruellement besoin de joueurs et qui est sous le coup de perdre Milinkovic-Savic chaque mercato, ce serait bien que... Ce serait bien chez nous, au Paris Saint-Germain. Ouais, j'ai peur quand même qu'il fasse plus une Krikoviak qu'autre chose à cause de la pression. Oups. Oui, du coup, je cherchais l'entraîneur, c'est Igor Tudor. Donc, oui. pour le Hellas Vérone, Igor Tudor, l'entraîneur croate. Ancien milieu de terrain de la Juventus. Voilà, entraîneur croate pour le Hellas Vérone. On passe maintenant au flop avec toi, Flavien. Tu veux évoquer les récentes décisions prises par le gouvernement concernant certains comportements jugés comme dangereux dans les stades, mais quelque chose ne va pas avec cette loi, non? Oui, c'est Roxana Maracineanu qui a proposé ça, cette loi, la loi sport, alors qui fait partie, qu'on a vu avec le voile retiré pour les femmes sur les terrains de sport en France, partout dans n'importe quelle compétition professionnelle. Même c'était pas là-dessus que je voulais partir, c'est plus sur le fumigène et les amendes et punitions qui seront données quand un fumigène sera craqué. Un fumigène craqué égale 800 € d'amende. Jusque-là, on peut se dire pourquoi pas. Mais ils ont changé quelque chose. C'est-à-dire qu'un fumigène, c'est 800 € d'amende, mais un couteau ou une arme blanche tout court, c'est 800 € d'amende aussi dans un stade. C'était avant 3 ans de prison et 15 000 € d'amende. Donc c'était dans cette idée de sécuriser les stades, comme on l'a vu au Paris FC récemment, on l'a vu avec l'OL, l'OM, toute la saison. Montpellier, Angers, Voilà, Nice, un peu partout en France, on sent que localement on a un vrai patrimoine. Ça aussi, C'est de la connerie. c'est ça ma France. C'est de monter une amende pour un craquage de fumigène qui n'est pas dangereux et de baisser complètement les sanctions et punitions pour des actes qui sont pour le coup dangereux. Je comprends pas tout simplement, mais je pense que personne comprend vraiment la direction sportive que donne Roxana Maracineanu depuis qu'elle est au gouvernement. Ah bah ça, des bons ministres des sports, hein. C'est Marie-Georges Buffet, donc c'est dans les années fin 90, début années 2000. Voilà. Nous sommes en 2022. Oui, Marie-Georges, si tu reviens, j'annule tout. Vraiment. 20 ans, c'est long quand même. Et finalement, toi, ton flop Aurélien concerne un match qui a fait beaucoup de parler ce week-end. Il s'agit du derby de Séville, en 8e de finale de Coupe du Roi. À la 39e minute, Joan Jordan, joueur de Séville, reçoit un projectile en plein visage. Match arrêté. Ah bah tiens. J'avoue que j'aurais dû mettre une meilleure transition en plus. Projectile en plein visage, match arrêté, réaction déplorable du côté du Betis, notamment sur les réseaux sociaux de certains joueurs, mais aussi comportement déplorable sur le terrain lorsque le match a repris 24 heures plus tard, n'est-ce pas Aurélien? En effet, je vais parler d'Andrés Guardado, donc, qui a fait semblant, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le Betis qui a gagné ce match 2-1. Avec finalement. un magnifique corner rentrant de Nabil Fekir, il faut le dire. Oui, mais ça, c'est quand le match a été arrêté. Oui, mais ça, du coup, ça compte quand même. Ben, je ne sais pas. Ah, ils ont repris. Ils ont repris après l'incident. Ah. Donc le corner rentrant de Nabil Fekir. Nabilou, je pense qu'il est passé. Quand il dit on reprend la 39e, il dit yes. Ce but aura existé du coup. Non, parce que sinon, il y a une petite histoire de Gauthier Hein qui a marqué normalement un but en Ligue 1. C'était lors de Lyon-Metz. Et comme le match avait été arrêté, il avait mis une sublime reprise de volée, mais en volée. En volée, parce que le match avait dégénéré et dû être Le but de Schrödinger. C'est ça. Si elle franchit la ligne, il n'y a toujours pas but, mais si elle franchit la ligne, il n'y a pas but. Mais on repart sur le derby de Séville, donc il y a ça, et donc à la fin de ce match, Andrés Guardado a fait semblant de se jeter sa propre bouteille d'eau
Et quand il l'a reçu au visage, de se jeter par terre et faire. Donc péché, en plus on est en podcast, donc on ne verra pas ma magnifique imitation d'Andrés Guardado. On le verra par terre. On le verra sur YouTube. Et donc cet abruti, pour continuer là-dedans, il a fait un message d'excuse. Oh, je savais pas et je me serais pas permis si Gaspard, on a dit, non, Jordan. John Jordan. John Jordan John Jordan. était allait pas bien. Il était encore sous observation médicale pour un traumatisme crânien. Donc voilà, Andrés Guardado, il est censé avoir 36 ans, il me semble. Oui. 4 ans d'âge mental. Voilà, avoir une certaine maturité et d'être totalement... Il n'en est rien. Il n'en est rien. Donc voilà, c'est vraiment mon coup de gueule parce que c'est bien de mettre des flops parfois sur le terrain sur des joueurs qui jouent mal, mais sur des joueurs qui se comportent mal ou sur des décisions débiles, c'est bien aussi d'appuyer là où ça fait mal. De tirer sur l'ambiance. Oui, mais oui. Et oui, ça fait du bien de tirer sur l'ambiance. C'est moins compliqué pour le football espagnol entre les Super Coupes d'Espagne en Arabie Saoudite et là les violences du côté du derby de Séville. Moins oublié pour le football espagnol. Mais c'est bien, on va pouvoir avec la prochaine phase peut-être encore tirer sur une ambulance. Qui est vert et blanche. Oui, c'est vrai. Du coup, alors la transition tout trouvée pour le débat du coup sur le focus sur la suite de la CAN. C'est parti. Du coup, c'est parti pour le focus sur la CAN, sur la fin des phases de groupe et sur une petite preview des huitièmes de finale. Et on va partir sur le focus sur la fin des phases de groupe, sur le match qui a eu lieu ce jeudi entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. L'Algérie se devait de gagner ce match pour pouvoir passer en huitième de finale. Eh bien, ils ont pris 4-1 par la Côte... 3-1, pardon, puisque le but à la dernière minute a été refusé de Sébastien Haller en plus. Donc 3-1 par la Côte d'Ivoire et retour à la maison pour l'Algérie, qui était quand même un favori de cette CAN avec une série sans défaite de 35 matchs. Et quand même, ça finit avec un point, avec du coup qu'un seul but marqué. Si tu veux, j'ai même j'ai pas mal de stats. Alors, l'Algérie. Faisons les comptes. Donc, 3 matchs, un nul, 2 défaites. Quand même 45 tirs, 15 cadrés, un seul but. C'est la 3e équipe parmi les 24 qui a cadré le plus de tirs. La 2e qui a tiré le plus, alors finalement là on me met 46, mais en tout cas celle qui a le plus tiré c'est le Nigeria. Le Nigeria est qualifié. Celle avec le plus de pourcentage de possession de balle en moyenne, 63,59. Et la 3e qui a réussi le plus de passes dans le match, 368 par match, sachant qu'on disait que les terrains étaient dégueulasses. Bon, ce qui est vrai, mais finalement ça arrivait un peu à construire. C'est surtout dommage parce que surtout étant donné la génération dorée de l'équipe d'Algérie. Franchement, ce serait la France qui n'arriverait pas à faire jouer des joueurs offensifs comme Benrahma. Il y avait Benrahma, Mahrez, Bounedjah, après Belali et aussi Benasser au milieu de terrain, même si c'est pas un élément offensif. On serait en France, cet entraîneur-là se ferait défoncer. D'ailleurs, je crois que on a un entraîneur défensif en France qui se fait régulièrement défoncer. Après, à voir. C'est surtout sur ce match contre la Côte d'Ivoire où, franchement, tactiquement sur le terrain, il n'y a rien qui allait du côté de l'Algérie. On voyait une équipe clairement coupée en deux. Un 4-2-4 stérile au possible qui balançait devant et essayait de. Ça a marché plusieurs fois, et juste que dans le dernier gest, après, tu finis pas. Et puis en défense, c'était complètement friable du coup. Sur les transitions. Pourtant, même la défense, c'est pas dégueulasse. On parle de quand même Ben Sebaini. Aïssa Mondi. C'est comme avec le Paris Saint-Germain, si ton bloc équipe il est pas compact, t'as 4 joueurs devant, que tu défends à 6, c'est pas possible de pas prendre des buts. Tu le vois sur le premier, ils défendent à 3 ou 4, ils sont complètement débordés par la vitesse de la Côte d'Ivoire fait un match quasiment parfait, notamment dans les transitions rapides où l'Algérie était directement submergée notamment sur les côtés par Nicolas Pepe, Max-Alain Gradel. Après, fallait pas non plus espérer que l'Algérie se sauve sur le 3e match. Ça a commencé dégueulassement et que ça finisse comme ça, c'est un peu normal. Tu vois, si on devait comparer avec l'équipe de France en 2008 et en 2010 où on fait deux premiers matchs horribles et par miracle, on peut se qualifier au dernier match. Ça passe jamais. Et à chaque fois, c'est pas passé. On a fait le match contre l'Italie, on a eu carton rouge d'Abidal en 2008 au bout de 20 minutes. Ouais.
Et, Le Mexique, c'était. non, l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, oui. Ouais, Non. l'Afrique du Sud. Ah si, c'est l'Afrique du Sud. C'est donc, l'Afrique du il y a Sud, je 2-0, crois qu'on se prend aussi un but de Chabalala à la 20e minute. Non, c'est pas le Mexique, le troisième match en 2010. Bah, Non, il me semble non, que c'est le je Mexique. commence mais, à Non, Je c'est... suis ça, monsieur. Ouais, De toute façon, on est éliminé, donc. De toute façon, on n'est pas sorti du bus, quoi. Donc, Et après, t'as Domenech qui refuse de serrer la main de Carlos Alberto Parreira. Et c'est bien. J'ai C'est passé- classe. J'ai passé les bonnes vacances. Mais du coup, si on revient sur match Algérie-Côte d'Ivoire, l'Algérie c'est peut-être le seul gros favori du coup qui passe à travers, qui passe pas en huitième de finale, parce que Avec le Ghana. avec le Ghana, oui, parce que Et oui, encore, le Ghana, le- effectivement, on n'a pas parlé du Ghana, mais Mais le Ghana avait... Enfin, voilà, on parlera sûrement un petit peu des Comores, même si c'est vrai que je ne vais pas dans le sens de tout le monde, mais c'est plus une critique sur les compétitions en 24 que sur les Comores, attention. Hein. Comment le Ghana a quand même démontré, je trouve, beaucoup plus de choses lors des matchs que par exemple l'Algérie. Même le match contre les Comores, le Ghana, ils ont vraiment attaqué tambour battant. Il y a malheureusement ce carton rouge de André Ayou qui est fait partie, c'est le deuxième joueur qui a le plus de matchs de Cannes avec Rigobert Song. Donc, quand même, C'est pas mal. Hein. ça place le gars. D'ailleurs, si on voulait, les équipes qui avaient disputé le plus de Cannes, c'était l'Algérie et le Ghana. les deux. Alors, Sont au tapis. ils ont disputé avec elle, quoi, du coup. Ils ont disputé avec Cannes, ils ont remis trois matchs dans leur compteur, mais Après, pour l'Algérie aussi, il y avait eu la pression, on va dire, d'aller chercher le record de l'Italie sur cette Oui, CAN. c'est pour ça, quoi. Ça s'est vu sur le match contre la Guinée équatoriale où Voilà. et- ça s'est joué à rien sur un vieux corner. Mais c'est une terminé. équipe qui était peut-être là aussi arrivée au bout, parce que gagner autant de matchs Oui. d'affilée, de ne pas perdre en tout cas, c'est compliqué. Hein, et d'aller chercher l'Italie, tu as de la pression forcément. T'es l'Algérie, tu es aussi peut-être l'équipe la plus regardée, la plus suivie, avec le plus de pression au quotidien, on va dire, en Afrique. Donc c'était. Là, cette CAN, c'était vraiment le tournant pour eux de voir s'il y avait quelque chose. Et ils ont les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent là, en il y a le mars. tirage au sort qui arrive dans pas longtemps. Demain. Je crois que c'est samedi. Demain. Je crois que c'est samedi. Donc Et, c'est Donc il va falloir se relever vite pour l'Algérie si ils veulent aller au Qatar, quoi, à la fin de. c'est exactement ça. À la fin de l'année. Donc, si Bagdad Bounedjah veut jouer à domicile, en gros. Bah oui, effectivement, vu qu'il joue à Qatar, mais oui, du coup, au Qatar, l'Algérie peut passer d'une série d'invincibilité à deux grosses déconvenues. Hein. Ouais, à sortir en phase de poule à la CAN et ne pas disputer la Coupe du Monde, c'est Ouais. quand même assez triste. Bah, en versant comme une situation assez 2000, compliquée. C'est quelle Coupe du Monde? Bah, c'est 2018 qu'ils ont raté. Oui, c'était pas la Coupe du Monde 2018. Oui, Mais oui. non, puisqu'on 2014, il y a l'épopée folle contre l'Allemagne. l'Allemagne. Emmanuel Neuer qui joue défense. On se rappelle qu'Algérie est porté plainte pour la FIFA parce que Neuer ne jouait pas, il jouait goal volant. trop fort. Il jouait goal volant, le mec. Donc, 2014, c'était c'est lui chiant. qui aurait dû finir Ballon d'Or aussi. Tiens, quand j'y pense. oui, c'est vrai que c'était en 2014, c'est Messi qui finit Ballon d'Or. Oui. Peut-être juste aussi pour ajouter sur l'Algérie avec Mahrez. Oui, tu veux parler de Mahrez. Je voulais parler de Mahrez, donc autant en parler un peu. Qui était le meilleur joueur de City au mois de décembre, je crois qu'il a été élu meilleur joueur du Et club. qui est même leur meilleur buteur sur l'année 2022, je crois. Voilà, qui avait un niveau stratosphérique, qui s'est retrouvé au même niveau que son équipe, peut-être aussi physiquement d'une équipe qui était un peu à la ramasse, et qui n'a pas su en tout cas relever le niveau d'une Algérie qui était vraiment, je sais pas, stérile. Ouais, je crois que c'est le mot. Comme tu le dis, vraiment stérile, hein. c'est vraiment des stats où techniquement, si tu as un peu de réussite et que tu joues un peu bien en tout cas, tu te qualifies sans problème dans des groupes comme ça, pas de soucis normalement. C'est vrai quand même. Quand ça ne va pas, Riyad Mahrez qui rate son penalty, qui le tire. Voilà, en plus, plein poteau. plein poteau. C'est quand même assez Mais terrible. il y a eu pas mal de pénaltys ratés. La Tunisie, ils ont raté un pénalty par match. Hein. Autant de penalty que de Covid. Non, parce qu'ils Non, en ont mais- eu 16 en tout. Ouais, c'est assez fou. Du coup, on va reparler. On va partir du coup sur les huitièmes de finale et faire le point sur les qualifiés pour les huitièmes de finale. Le premier huitième de finale, ce sera ce dimanche à 17h entre le Burkina Faso et le Gabon. Le Gabon qui sortait D'une actualité Qui est en pleine crise, difficile, hein, qui est en pleine que- crise, hein. que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau de l'équipe nationale avec Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Lemina. Voilà, Mais donc, c'est pas plus mal que Mario Lemina qui dégage du Gabon. Je trouve qu'il a jamais fait ses matchs, on va dire. Autant Aubameyang, il a vraiment porté, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas déclaré sa retraite internationale, il me semble, hein, crois lui. pas. Autant Aubameyang a porté le Gabon, alors qu'à un moment quand il explosait, je pense qu'il était, s'il switchait pour l'équipe de France, il y avait peut-être moyen de moyenner. Mais autant Mario Lemina, on sait plus ou moins déjà comment il est venu, et donc quand on voit qu'il est parti, C'est pris pour une star aussi à ce Ouais. moment-là, c'est qu'il arrive comme le roi au Gabon. Oui, parce et, qu'il jouait à la Juventus, je crois, à l'époque. C'est possible.
Le mec était passé en plus de Marseille à Juventus, on lui a dit il t'arrivera rien. Et pourtant, voilà. Il ne se passera rien. Donc Gabon-Burkina Faso, le Burkina Faso aussi qui fait un bon début de CAN avec notamment Bertrand Traoré qui était très bon pour le Burkina Faso. Et le Gabon, les deux équipes ont fini deuxième de leur groupe. Et quand il va revenir, il va avoir Philippe Coutinho. Philippe Coutinho, oui, du côté de l'Aston Villa. Merde. Donc Pourquoi je suis parti Burkina Faso-Gabon pour le premier match de ces huitièmes de finale. Deuxième huitième de finale, là aussi, un match qui, sur le papier, aurait pu être très très intéressant entre le Nigeria et la Tunisie. Mais le Covid est passé par là et la Tunisie n'a plus que 12 ou 13 joueurs valides, il me semble. C'est à peu près ça. Ça fait pas beaucoup. Huitième de finale contre une équipe Nigeria qui est peut-être l'équipe la plus impressionnante sur ce début de CAN. C'est la seule équipe qui a gagné ces 3 matchs déjà. Même la Tunisie était intéressante face. Comment ça s'appelle c'est quel match que j'ai vu Tunisie. Contre le Mali, peut-être. Non. Non, c'est perdu. Non, c'était le match d'après. Non, contre la Mauritanie. Contre la Mauritanie. C'est le seul match. 4-0. Franchement, ça jouait très très bien au foot. T'avais un Wabi Kazri inspiré comme c'est pas possible. Jaziri, j'avais bien aimé. Mais alors, si Kazri a encore le Covid d'ici dimanche, c'est terrible vraiment pour la Tunisie parce que c'était beau à voir jouer, surtout qu'ils ont un entraîneur local et c'est toujours bien quand même de voir des équipes africaines fonctionner avec des entraîneurs locaux, même si quand je regarde il n'y a pas trop de fraude dans les autres joueurs, dans les autres entraîneurs, et surtout non, le Nigeria est impressionnant. Il y a surtout un joueur qui est impressionnant au Nigeria, c'est Moses Simon, qui réalise une CAN extraordinaire. Comment là j'ai encore vu quelques extraits sur le match contre le dernier match qu'il joue, ça y est, franchement. Contre le Nigeria, c'est contre la Guinée-Bissau. Contre la Guinée-Bissau, mais en tout cas face au Soudan, ça avait vraiment été l'élément le plus percutant. Alors parfois un peu trop à son aise en voulant tout tirer et tout dribbler. Mais en attendant, c'est vraiment le joueur le plus dangereux du Nigeria et j'ai peur que... Avec Inacho aussi qui fait une belle canne, mais Moses c'est plus explosif et déroule plus ses défenses. Et surtout qu'en fait, le Nigeria, ils ont un colosse aussi en défense centrale en la personne de Trost Ekong. C'est aussi sympathique. C'est aussi sympathique. Moi, le Nigeria qui est logiquement favori contre la Tunisie qui est réduit physiquement par le Covid, qui réduit en nombre tout simplement à cause du Covid, qui ont très peu de joueurs aptes à jouer. Le troisième huitième de finale, ce sera entre la Guinée et la Gambie. La Gambie qui a pas mal étonné lors de cette CAN, avec notamment Moussa Barrow qui est bien connu côté de la Serie A, qui joue à Bologne. La Gambie qui peut créer la surprise potentiellement contre la Guinée. Oui, surtout qu'ils ont un coach qui est intéressant, qui est le Belge Tom Saint-Fiet, qui a entraîné un peu partout dans le monde, au Bangladesh, au Yémen, où il a failli perdre la vie 2 fois. De ce côté-là, c'était assez drôle, mais surtout que la Gambie, quand il est arrivé, il a dit il a dit aux dirigeants, j'arrive pour me qualifier. Quand il est arrivé en 2018, en 2019, il a dit j'arrive pour vous qualifier à la CAN 2021. Donc déjà, les dirigeants lui avaient dit ça fait 5 ans qu'on n'a pas gagné un match. Calme-toi mon coco. On va déjà commencer par ça. Et il avait joué son premier match contre l'Algérie, il avait fait 1-1. Et après, il avait gagné contre le Maroc. Donc au bout de 2 matchs, il avait fait ça. Il a dû surtout construire avec une équipe, comme il le dit lui-même, il y a 3 types de joueurs. Il y a les formés localement, il y a ceux qui sont malheureusement barrés, qui ont émigré de la Gambie pour aller chercher l'or ailleurs. Je pense à Darbo. Aussi, il y en avait un autre. Musa Barrow a eu de la chance d'être dans... il est passé par un système normal, il me semble, et bien sûr des binationaux comme un ancien joueur de Saint-Etienne qui est Sandy Yanko, je crois, un truc comme ça. Et ça fonctionne pas trop mal parce qu'en plus ils ont marqué 3 buts. Ouais, ils ont marqué 3 buts. 3 buts. Et c'est un Messin qui est prêté à Serein, qui fait partie aussi de l'école Génération Foot, dont Metz pioche allègrement, qui a marqué 2 de ces 3 buts. C'est Jalot. Mais c'est A. Jalot et je ne veux pas écorcher son prénom. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire pour eux et surtout à cet entraîneur belge qui gagne à être connu, qui entraîne depuis ses 24 ans.
Et du coup, on part sur le 4e, 8e de finale. La belle histoire de cette CAN, les Comores. Enfin. Les Comores, après leur victoire héroïque Vas-y, lâche-toi Aurélien. leur victoire héroïque face au Ghana lors du dernier match, qui se sont qualifiés pour les 8e de finale pour leur première CAN, les Comores. C'est quand même beau d'aller aussi loin, mais là ils affrontent le Cameroun avec notamment Vincent Boubacar qui est déjà à 5 buts sur cette CAN avec des buts tous les matchs concrètement. Sur les 3 premiers matchs, 5 buts, donc là c'est deux doublés. Donc, voilà. Deux doublés, donc ça va être très compliqué pour les Comores, le petit poussé face au Cameroun, mais rien n'est impossible. Et surtout avec Ali Amada au cage. c'est vrai, Parce que Ben Moina s'est blessé malheureusement sur le tacle. Enfin, c'était pas un tacle d'André Ayou, mais c'était pour qu'il la récupère et essaye de marquer. J'ai peur que ça se finisse en autre boudin. Qui se fasse que les en même temps, tu vas jouer contre le pilote, contre Vincent Boubacar qui est le meilleur joueur de la CAN, clairement, faut pas perdre des mots non plus. C'est vrai que ça sent pas très bon, mais c'est une belle histoire pour les Comores. Après, moi, le seul Vas-y. c'est le seul truc. Et c'est pas contre les Comores, en effet. Elle est belle l'histoire. Ils participent à la première CAN. Ils ont leur première victoire. En plus, une belle victoire de prestige. Même s'ils sont passés pas loin du coup près, puisque le Ghana avait quand même réussi à 10 contre 11 à revenir de 2-0 à 2-2. Et forcément, ils ont continué à attaquer. Et Mboni qui marque pour les Comores. Ouais. Je vérifie, mais vérifie. Continue sur ton Qui joue à Annecy, ça je le sais. Déjà, c'est vrai qu'ils avaient réussi à frapper d'entrée avec El Fardou, qui est quand même le meilleur joueur comorien, je pense, de tous les temps. De toute façon, c'est le recordman de sélection, c'est le recordman de but, et donc c'est ça. Ça reste une belle histoire. Sauf que voilà, moi j'aime pas c'est Ahmed Moni qui marque. Moni. J'aime pas tout simplement en fait les compétitions où le troisième peut se qualifier. Alors peut-être parce que j'ai été marqué par le Portugal, mais 2016. même si les Comores n'étaient pas qualifiés pour les 8e de finale, je trouve que l'histoire est déjà belle. Les mecs finissent pas de leur dernier de leur groupe, sachant qu'ils avaient le Ghana, ils avaient le Maroc et ils avaient le Gabon, qui quand même fait partie des. Je pense que c'était quasiment le groupe le plus relevé de cette CAN. Hein. Donc l'histoire est déjà belle. Maintenant, j'ai pas envie. En fait, tout simplement, j'ai pas envie qu'elle soit détruite par un 4-0, même si d'une certaine manière ils sont arrivés en 8e de finale et ça changera rien à leur épopée. Finalement, si on analyse statistiquement et sans émotion, ça fait un match gagné et ça fera 3 défaites. Maintenant, s'ils gagnent, je dirais que j'ai eu tort. Je ferai mon mea culpa. Dans tous les cas, je leur dis bravo, donc je leur dirai encore plus bravo parce que vous avez réussi à arriver au moins jusqu'en quart. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais j'espère juste que leur belle histoire ne se finisse pas en autre boudin. Surtout que Ali Amada, je l'ai vu jouer. C'est Ali Amada. Après, il est peut-être marqué à la dernière minute sur corner de la tête comme il fait avec Toulouse. Hein. Tout est possible. C'est tout ce que je leur souhaite. Tout ce que je leur souhaite aux Comores. On passe à un autre match entre un poids lourd face à encore une équipe qui a fini 3e. C'est le Sénégal contre le Cap-Vert. Alors on a déjà parlé la semaine dernière du Sénégal, comme quoi c'était chiant à mourir à avoir joué. Mais bon, les résultats sont là. C'est pour ça qu'on n'a plus de Ridi d'ailleurs. Il s'est ouvert les veines après le match contre le Malawi. Hein. Et du coup le Sénégal qui est quand même sur une victoire de nul. Et ça finit premier du groupe. Et... Un but marqué. Ça fonctionne, hein. Sur penalty. Franchement, on critique l'Italie, mais je pense que tous les mecs qui kiffent le catenaccio, je pense que Aliou Cissé, il est en train d'inventer un courant de pensée que lui-même n'imaginait même pas. Ils ont fini premier du groupe. Hein. Ah oui, ils ont fini premier du groupe. Un but marqué, 0 encaissé. Sur penalty quand même, le but marqué. C'est beau quand même comme histoire. Du coup, ça affrontera le Cap-Vert aussi, qui là fait encore une fois fait clairement office d'outsider. Le Sénégal qui, faudrait peut-être qu'il y ait un moment. Peut-être que ça peut être la surprise, hein, pourquoi pas, hein, sur ces 8e. Je mettrais bien une petite pièce sur le Cap-Vert. Peut-être en penalty, mais en tout cas. Un 0-0 au Sénégal qui se fait éliminer à son propre jeu, ce serait beau. Voilà. Même si nous avons le magicien Sofiane qui nous a prédit Sénégal en demi-finale. C'est encore possible. Oui, c'est possible.
Du coup, on passe sur le 6e, 8e de finale entre, encore une fois, une équipe qui fait office de favori face à une autre équipe qui a fini meilleure 3e. Le Maroc contre une autre belle histoire de cette CAN, c'est le Malawi. Oui. Le Maroc qui fait office là, de outsider assez sérieux quand même. Vaïd a mis quelque chose en place en refusant des cadres, hein, comme Hakim Ziyech. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que Hakim Ziyech, je pensais que c'est que j'ai eu une alerte. Ouais, superbe passe d'Hakim Ziyech et but de, je crois que c'était Kai Havertz. Donc là, j'ai compris que c'était Chelsea. Pas la CAN. J'ai dit, pas la CAN. c'est pas la CAN, c'est Chelsea. Mais c'est propre, c'est solide. T'as le meilleur tireur de coup franc. Du PSG, ouais. Fabuleux, Magnifique hein. coup franc d'Achraf Hakimi face. Vous aviez engagé Face au Tony, Gabon. vous le saviez? Bah, il s'appelle Lionel Messi, mais. Je sais pas. Au choix, contre le Real Madrid, du coup, on sait pas qui va tirer. Mais non, c'est bien, on va pouvoir revoir les maillots du Malawi avec leurs chiffres faits pour les personnes âgées. Ah, bah, c'est super. Parce que Du coup, vous faites pour vous, monsieur. je le vois de loin, parce que j'étais en train de préparer le dîner dans la cuisine. Et ben, Le numéro 11. j'ai vu que le numéro 11, il était vraiment pas mauvais. Hein. Et j'étais à 50 mètres. Le Maroc qui fait office de favori évidemment pour ce match. On passe à l'avant-dernier 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. La Côte d'Ivoire qui était assez impressionnante notamment face à l'Algérie, et l'Égypte qui est très timorée dans cette compétition mais qui est en 8e de finale. Là, la Côte d'Ivoire, force de constater qu'ils sont favoris concrètement par rapport à ce qu'ils ont montré. Même chose qu'avec le Sénégal, ils ont marqué 2 buts, ils ont gagné 2 fois. Donc, ils ont perdu un match. Bon, bah, là, je pense que la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas photo. Non, je pense que... Ça paraît très étonnant, en tout cas. Mahrez m'a encore raté le ballon d'or pour une compétition internationale flinguée. Ça là. Ça là. Oui, monsieur, vous ça là. Donc, Côte d'Ivoire, Égypte, avec notamment un Nicolas Pepe qui était impressionnant contre l'Algérie. Et Sébastien Haller, encore une Qui est fois, toujours aussi impressionnant. qui est toujours très très bon, franchement. Il est beau. Hein. Il est beau, hein. Il a un joli maillot. Hein. Un peu trop orange à mon goût. Je vais m'acheter le maillot blanc. Comme ça, je me dirais, tiens, blanc. Surtout que Sébastien Haller, ça m'a frappé contre l'Algérie, c'est techniquement comment il est devenu fort. Je pense que c'est notamment dû avec son passage à l'Ajax, mais son jeu en une touche, son jeu en vie, c'est Il quand même pleure, arrête, il pleure. Pleure pas, Aurélien. Peut-être qu'un jour il reviendra à la GIA, c'est pas grave. Et qu'il redeviendra français. Ah bah non, ça, c'est pas possible. S'il revient déjà à la GIA, ce sera déjà 50% de mon cœur qui revient. Oh là là. Et le dernier 8e de finale, ce sera entre le Mali et aussi une surprise de cette CAN, la Guinée équatoriale, qui s'est qualifiée en finissant deuxième du groupe devant la Sierra Leone et l'Algérie. Donc là encore, le Mali qui est favori pour ce... Qui avait démarré pourtant avec une défaite. Non, mais ils ont Mali, gagné. ils ont gagné. Ils ont gagné le premier match. Le Mali Non, La Guinée. La Guinée, ils ont perdu leur premier match contre Mais après, ils ont gagné les 2 prochains matchs. la Côte d'Ivoire, du coup ils ont perdu leur premier match. Oui. Oui. Contre la Côte Du d'Ivoire. 1-0 d'ailleurs. Ouais, puis après, du coup, la victoire 1-0 face à l'Algérie grâce à un but de Pedro Biang. C'est Pedro Biang. C'est Pedro Biang, il me semble, qui marque pour la Guinée Oh, équatoriale. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est Pedro Biang. Donc là aussi, le Mali qui fait office de favori, mais la Guinée équatoriale peut créer la surprise. C'est donc la fin de ce focus sur la CAN. On va passer tout de suite au match encore du week-end. C'est parti. Donc les matchs à voir du week-end, et c'est bien, c'est ne pas Pedro Biang qui a marqué ce contre l'Algérie, c'est Esteban Orozco, une bonne colonie espagnole pour la Guinée équatoriale, pour cette CAN. Les matchs à voir du week-end, donc on va commencer avec toi Flavien, un match important en Ligue 1 pour 2 équipes. L'OM peut repasser 2e de Ligue 1 alors que Lens peut approcher le wagon européen. C'est le 3e contre le 6e, c'est le RC Lens contre l'Olympique de Marseille. Ouais, j'ai refusé de faire le derby Saint-Etienne-Lyon parce qu'on a envie de parler football. Et En plus, comme on dit que l'émission est enregistrée. Comme ton samedi, de toute manière. Sinon, j'avais le derby de Hambourg entre Hambourg et Sancte Pauli, mais ça joue aujourd'hui. Donc je peux vous le dire, il y a eu 0-0 hier entre Saint-Etienne et Lyon. Sur Lens-Marseille, effectivement, comme tu le disais, gros match entre 2 équipes qui s'accrochent pour la Ligue des Champions. L'OM qui a quand même un peu d'avance sur Lens, qui est un peu patiné. Si je te dis pas de bêtises, Lens est actuellement 7e avec 33 points, l'OM 3e avec 37 points et un match en retard. Ouais. L'Olympique de Marseille contre Lyon en plus, donc match encore plus décisif pour la suite de la saison. Non, de voir ce RC Lens, il joue toujours aussi bien de toute manière avec l'excellent Seko Fofana qui est vraiment j'adore. Qui a mis deux fois le même but. Hein. Contre Lille et contre... c'est la même...
pas à la même hauteur, mais c'est un joueur vraiment excentré sur le côté. Cette côté... équipe, je crois, à chaque fois que je viens, de toute manière, je parle de Lens. Donc voilà. Et Loïc Fofana, il n'est pas à la Cannes. Parce qu'il a refusé, il me semble. Ok. Je crois qu'il y a une histoire où il a préféré. Il s'est entretenu avec Patrick Baumel. Ok, autant pour moi. Bon, je t'ai coupé, mais. pas de soucis. Non, et donc avec l'Olympique de Marseille qui a eu 2 recrues avec Bakambu et Kolasinac. Il n'y a pas plus, hein. Pour à la Côte d'Ivoire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Voilà, donc avec les 2 recrues marseillaises, Kolasinac et Bakambu, pourquoi pas du coup avoir un beau match, sur régulièrement des équipes qui jouent. Le match aller était incroyable. Voilà, c'est l'OM. Lens qui a une 3-2, il me semble, le match aller. Comme ça, mais... Et c'est toujours des gros matchs avec le RC Lens quand ça joue des grosses équipes, ça joue au football déjà. Oui, c'est Frankowski qui avait, je crois. Oui. Voilà, bon, bref, tous les joueurs lensois, franchement, depuis le début de saison, sont impressionnants et ça donne du coup un match à regarder qui va être plutôt sympathique, je crois, samedi soir. Oui. Et ça va être vraiment, vraiment sympa. Et toi, Aurélien, tu nous parlais d'un match une fois n'est pas coutume. En Serie A. Non, c'est rien. Si la Juventus. Bah oui, mais bon, comme c'était samedi, sinon je vous aurais dit en 2e Bundesliga. Mais bon, là, on m'a un peu forcé la main. Mais du coup, si la Juventus veut recoller au quatuor de tête, c'est maintenant ou jamais, alors que le Milan AC doit gagner pour garder l'espoir d'un potentiel Scudetto à la fin de la saison. Le Milan AC reçoit la Juventus dans un match classique de Serie A. Oui, enfin, Scudetto, au pire, j'en ai strictement rien à faire. Bah quand même. Ouais, mais bon, je sais qu'ils sont partis, j'attendrai de mourir de vieillesse pour voir Scudetto. Non, mais en effet, alors surtout que l'AC Milan vient de perdre contre la Spezia lundi 2-1 sur une contre-attaque à la 94e minute où malheureusement... Alors, il y en a qui ont beaucoup parlé d'erreurs d'arbitrage sur ce truc-là, mais pour moi, non, c'est juste... oui, tu as Rebic, il se fait déchiqueter par un tacle par l'arrière, forcément l'arbitre il siffle, mais Rebic, comme il est de l'Est, donc il est solide, il avait réussi à passer à Messias, qui a enroulé la balle dans la lucarne de Provedel, qui avait sorti un match incroyable, sauf qu'il y avait faute, et le but a été annulé, et après, Milan est passé de potentiellement A plus 3 à plus 1 à 0. Le tout en 2 minutes. Et c'est dommage parce que d'ailleurs ça aurait pu être mon coup de gueule, c'est que cet arbitre a été suspendu, je crois, à 5 matchs par la Lega Calcio, alors que franchement, c'est pas une erreur qu'il a faite. Prochaine fois, il laissera le joueur mourir et après et il laissera l'avantage et on lui dira l'inverse. Mais pour en revenir au match de l'AC Milan contre la Juventus, oui, c'est surtout que la Juventus est à 7 points de l'AC Milan, donc qui est 2e, la Juventus est 5e, mais surtout, en fait, la Juventus est à 1 point de l'Atalanta qui a un match en retard. Alors je crois qu'ils ont de la chance, c'est pas un gros match, enfin c'est pas contre une grosse équipe, peut-être l'Udinese ou quelque chose comme ça. Et non, parce qu'ils leur ont mis, donc c'est Venezia, parce qu'ils ont mis un 6-2, je crois, contre. Oui. Ouais. Je crois qu'il me semble que ça fait mal. Mais c'est surtout pour ça, sachant que la Juventus, même si elle est dégueulasse à voir jouer, qu'on leur reconnaît un milieu de terrain plutôt neutre, comme dirait Dri, neutre, qui viennent de perdre Federico Chiesa. Moi, tout ce que j'espère, c'est que Ismaël Benasser soit de retour, parce que aussi le milieu est neutre. Tiemoué Bakayoko, son retour à l'AC Milan, mais c'est catastrophique face à la Spezia qui était le premier non relégable ou le premier relégable. Et quand on parle de joueurs de retour de Cannes, je sais pas si vous avez vu si Thomas Partey, qui est revenu le midi de la Cannes, il a joué le soir. C'est pas possible. Avec Arsenal. Et il s'est pris 3 minutes, 3 fautes, un carton jaune, c'est ça? Un truc comme ça. Peut-être. Je crois que j'ai vu passer une stat comme ça. C'était à des bons terrains, il n'était pas habitué. Il n'était pas habitué, il y a fait boss. Donc voilà, c'est surtout le match nul, je prends. Mais la défaite, ça m'emmerderait surtout de voir un Massimiliano Allegri qui pour moi est complètement commence à être dépassé comme un certain Portugais de l'AS Roma et lui donner un espoir d'être qualifié en Ligue des Champions, ça ne verrait pas sanctionner, on va dire un entraîneur et un club qui part un peu à volo. Merci à toi pour ce match à voir du week-end. Aurélien, on passe maintenant au quiz.
Le quiz, on va partir sur une formule qui a fait les beaux jours dans Première Intention au tout début. Mes beaux jours aussi. Oui, tes beaux jours aussi, c'est Et vrai. qui va faire tes beaux jours. qui était vraiment, oui, à ton avantage au début de ce podcast, une suite de clubs par lesquels un joueur est passé, toujours pas dans l'ordre chronologique. C'est dommage parce que au moins l'autre était dans l'ordre chronologique. Alors certes, tu donnais parfois des noms de villes norvégiennes ou ukrainiennes, mais au moins ça donnait une espèce de... Il y a peut-être des noms de villes norvégiennes ou ukrainiennes. Peut-être. Il y a peut-être des clubs ukrainiens, oui. Des clubs ukrainiens norvégiens. C'est pas un spécial Cannes. Non. On commence donc par un joueur qui est passé par l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Ça devrait aller là. L'Olympique Lyonnais par le LOSC. L'Olympique Lyonnais, LOSC, le PSG. Ah, Ben Arfa. Non. Bien tenté, je savais que quelqu'un allait le tenter, mais non, pas Ben Arfa. Faut que tu proposes quelque chose. Le PSG. Lyon, Lille, PSG. Lyon-Lille, PSG. Allez, un truc. Fro. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Pierre-Alain Sro, Sochaux, le RC Lens et Al-Wakra. Mira Rudi, Pierre-Alain. Le pif qui a pensé, t'as vraiment pas ça. C'est quand même fou, hein. J'applaudis, mais C'est quand même fou, donc ça te fait, 3 points. Ah, 3 points. Oui, 3 points. On va compter comme ça. Non, 4 points du coup, puisque le PSG, ça fait 8 points. Et tu mets pas une question en plus cette fois-ci. Non, pas de question, D'accord. parce que j'ai oublié. Parce que je m'en suis rendu compte là, j'ai oublié de mettre la question. Mais c'est pas grave. Le deuxième joueur est passé par River Plate. River Plate. Ça en fait aussi. River Plate. Galatasaray. River Plate, Galatasaray. Chelsea. Falcao. C'est Falcao. Je l'avais aidé le Galatasaray, je crois. Oui. On fait de la figuration. Le mec, tu peux. Du coup, il y a combien? Il y a 12-0 là. 50-0. 50 points pour rien. Et pouf, souffle, 0. On parle jamais de pot de soupe. Donc oui, c'était Radamel Falcao. Et pour sauver l'honneur peut-être sur le troisième joueur. Oui, donc. L'honneur. C'est un joueur passé par Tottenham. Mec, au pire, dégaine des joueurs au plus. Parce qu'après, il a une chance. Donc... Bah oui, après il a eu une chance, mais bon, moi t'as dégainé en premier. Tottenham, Southampton. Tottenham. Holberg. Non. Ah. Putain, à ton tour. Non, je te donne un nom de club, puis après tu pourras revenir. Tottenham, Southampton, QPR. Lennon. Non, bien tenté. Tottenham, Southampton, QPR, donc tout le monde revient en jeu. Stoke City. Donc un joueur, je pense que vous l'avez compris, anglais. Tottenham, Southampton, QPR, Stoke City, Burnley. Oui, les chaussures. Hein. Non, mais. Burnley. On parlait d'un petit village suédois-norvégien, c'est un club suédois, Hasselholm. Ah, mais si, ça doit être Peter Crouch. Peter Crouch, Putain, effectivement. en plus j'ai hésité. Peter Crouch après Aston Villa, et évidemment je finissais par Liverpool, là où J'ai hésité. il a été le plus connu. Peter Crouch. Merci Donc, d'être bah, venu, Flavien. Plaisir. Victoire sans appel. Là, il y a combien? 60 heures à se Je peux pas compter les points. Hein. Oh la flemme, c'est pas comme si il y avait match de toute façon. Malheureusement, toujours un plaisir de te voir dans cette émission. Toujours un plaisir. J'ai quand même eu une victoire. Hein. C'est vrai, mais il y avait qui sur le plateau déjà? De Thomas. Bex. C'était le quiz de l'enfer. C'est vrai qu'il était fantastique ce quiz. C'est donc la fin de cette émission. Merci à Flavien de m'avoir accompagné, merci à Aurélien de m'avoir accompagné, merci à Agathe en régie de nous avoir réalisé. Et pas spoilé. Et pas spoiler ce quiz, je pense qu'elle l'a essayé mais elle n'a pas pu malheureusement. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Première Intention. Bon week-end à tous.